Ils m'ont fait signer pour couvrir leurs dettes. Quand j'ai refusé, ils ont tout donné à ma sœur devant toute la famille. Ils ignoraient seulement une chose, j'avais le dossier complet. Le soir de Noël, l'air dans la maison de mes parents à Puy-Gouzon était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. L'odeur de la dinde farcie au marron se mélangeait à une tension palpable, une sorte d'électricité statique qui précédait l'orage. J'avais fait le trajet depuis Toulouse, sentant cette boule d'angoisse grandir dans mon ventre à chaque kilomètre. Dehors, il faisait un froid sec, mais à l'intérieur, la chaleur du poêle à bois était presque suffocante. Nous étions tous là, la famille élargie, les tantes, les oncles, tout le monde souriait trop fort, riait trop bruyamment. La façade de la « famille parfaite » était dressée, aussi brillante que les guirlandes sur le sapin. De faux sourires sur de faux visages. Moi, Léonie, 36 ans, j'étais revenue pour ça. Pour ce spectacle. J'étais l'outsider, la « fille de la ville », celle qui avait réussi et qui, par conséquent, était devenue une étrangère. Et puis, au moment du dessert, ma sœur, Clotilde, 32 ans, s'est levée. Elle était rayonnante dans sa robe à paillettes rouges, un choix audacieux. Son fiancé Martial, un homme au visage aussi lisse que ses contes, la regardait avec adoration. Elle a tapoté son verre de champagne avec son ongle parfaitement manucuré, un petit « ting-ting-ting » arrogant. Le brouhaha s'est tu. J'ai une merveilleuse nouvelle, sa voix était claire, triomphante, perçant le silence. Elle a regardé notre père, Hervé, et notre mère, Odile, avec un sourire complice. Papa et maman ont décidé de me donner la maison. C'est mon cadeau de mariage. Elle a fait une pause, son sourire s'élargissant jusqu'à devenir presque cruel. Elle m'a regardé droit dans les yeux, moi, à l'autre bout de la table. Léonie, bien sûr, n'aura absolument rien. La salle a explosé. Des applaudissements, des sifflets. Mon oncle a crié, enfin. Bravo. Elle le mérite, elle qui est restée. Ma mère, Odile, a sorti un mouchoir en dentelle et s'est tamponné les yeux, jouant la comédie de l'émotion. Mon père bombait le torse. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas bougé. Mon cœur battait sourdement dans ma poitrine. Je l'ai juste regardé, et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire que vous avez quand vous regardez un train foncer vers un mur, et que vous savez exactement ce qui va se passer. Le sourire de quelqu'un qui connaît la fin du film. J'ai lentement posé ma fourchette sur mon assiette. Le petit bruit métallique a semblé résonner dans la pièce comme un coup de feu. J'ai tourné mon regard vers mon père, qui buvait son vin un peu trop vite, le visage déjà rouge. Papa, ai-je dit doucement. Ma voix était basse, mais dans le silence soudain qui s'installait, elle a porté comme un fouet. Je leur dis, ou tu le fais. Le silence qui est tombé à ce moment-là était assourdissant. Total. Les rires se sont figés sur les visages. Les sourires sont morts. Le visage de mon père est devenu blême, passant du rouge à un gris cireux. Ma mère a laissé tomber sa serviette. Martial, le fiancé, a froncé les sourcils, sentant que le sol se dérobait. Clotilde m'a dévisagé, son triomphe s'évaporant comme de l'eau sur une plaque chauffante. Quoi? De quoi elle parle? Papa? Personne n'a répondu. Dans ce silence, tout le monde a compris que le véritable spectacle de Noël allait commencer. Avant de vous raconter ce qui a brisé ce silence, ce qui s'est passé ensuite dans cette salle à manger du Tarn, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez ce soir. Est-ce que vous êtes aussi en France? Ou peut-être au Québec, en Belgique, en Suisse, en Afrique du Nord? Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Ça m'aide, vous savez. Ça m'aide de savoir que je ne suis pas seule, que d'autres personnes, peut-être, ont vécu des réveillons de Noël comme le mien. Mon nom est Léonie Nolan. J'ai 36 ans et je travaille comme responsable logistique dans une grande entreprise à Toulouse. Je suis partie de la maison familiale de Puy-Gouzon, ce petit village près d'Albi, dès que j'ai eu 18 ans. Je n'ai pas fui, j'ai été poussée dehors. Pas par des cris, non. C'est bien plus sournois chez nous. J'ai été poussée dehors par le silence, par l'indifférence, par le poids d'être celle qui ne correspondait pas. Dans ma famille, il y a toujours eu deux places. Celle de la lumière,
et celle de l'ombre. La lumière, c'était Clotilde. Ma petite sœur de 32 ans. Notre petit soleil, comme disait ma mère. Ma princesse, comme disait mon père. Clotilde était charmante, drôle, pleine de vie. Elle était aussi faible, capricieuse, et habituée à ce que tout lui soit dû. Mes parents lui ont tout payé, ses études privées d'esthétique qui n'ont mené à rien, sa première voiture, un cabriolet mignon, ses vacances à Ibiza. Si Clotilde avait un caprice, la famille se mettait en quatre. L'ombre, c'était moi. La sérieuse, la compliquée, la froide. J'étais celle qui voyait clair. Celle qui posait les questions qui dérangent. Pourquoi papa rentre si tard? Pourquoi maman pleure dans la cuisine? J'ai payé mes propres études de commerce en travaillant le soir à l'usine de salaison. J'ai économisé sou par sou pour ma première voiture, une vieille Clio d'occasion qui sentait le tabac froid. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Je m'accroche à un souvenir. J'avais 12 ans, elle en avait 8. Nous avions construit une cabane dans le vieux chêne au fond du jardin. C'était notre royaume. Nous passions des heures là-haut, à lire des bandes dessinées et à manger des gâteaux volés. Nous nous étions jurés de toujours nous protéger. Nous avions même fait un pacte de sang, avec une petite épine de rose et 2 gouttes de sang qui perlaient sur nos doigts d'enfant. Sœurs pour toujours, avions-nous dit. Je me demande souvent à quel moment ce pacte s'est brisé. Je crois que c'était le jour où j'ai annoncé que j'avais été acceptée à l'université de Toulouse. J'étais folle de joie. J'allais enfin partir. Ma mère a pleuré pendant une semaine, non pas de tristesse, mais de colère. Tu nous abandonnes. Mon père m'a dit que j'étais une égoïste. Tu vas voir, la ville, ce n'est pas pour toi. Tu reviendras. Clotilde, elle, m'a boudée, m'accusant de la laisser seule avec eux. Leur tentative la plus cruelle pour me retenir a eu lieu 2 ans plus tard. J'avais trouvé un petit appartement en location à Toulouse. J'avais besoin d'un garant. Mes parents ont refusé. Débrouille-toi, puisque tu es si maligne. J'ai donc cherché un prêt étudiant pour payer la caution. Le directeur de la banque de mon village, un ami de chasse de mon père, m'a reçu. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre père s'inquiète pour vous, Léonie, m'a-t-il dit d'un ton paternel. Il dit que vous n'êtes pas fiable. Que vous dépensez sans compter. J'étais sidérée. Moi, qui comptais chaque centime? Ils avaient activement saboté ma demande. Ils préféraient me voir échouer et revenir à la maison, vaincue, plutôt que de me voir réussir sans eux. La honte m'a brûlé le visage. C'est ma grand-mère, Solange, la mère de ma mère, qui m'a sauvée. Une femme dure, silencieuse, qui avait vu son mari la quitter et avait élevé ma mère seule. Elle est venue me voir en cachette avant que je ne reparte pour Toulouse. Elle a glissé une enveloppe froissée dans la poche de mon manteau. Prends ça, m'a-t-elle dit, sa voix mince mais solide. L'enveloppe contenait 500 € en petites coupures. Assez pour ma caution. Va-t'en et construis ta vie, ma fille. Ne les laisse pas te briser. Ils sont faibles. Toi, tu es forte. Ces 500 € étaient la permission dont j'avais besoin. C'était la preuve que quelqu'un croyait en moi. Et maintenant, 18 ans plus tard, j'étais assise à cette table de Noël, regardant la famille qui avait essayé de me détruire, et la sœur qui avait laissé faire. L'histoire de ce Noël désastreux a vraiment commencé 6 mois plus tôt, en plein été. Un samedi étouffant de juin. La chaleur du Tarn rendait l'asphalte collant. Ma mère m'a appelée. Sa voix au téléphone était inhabituellement douce, presque mielleuse. Un ton que je ne lui connaissais que lorsqu'elle voulait quelque chose. Léonie, chérie? Pourrais-tu venir à la maison ce week-end? Ton père et moi avons besoin de ton aide pour une petite chose. C'est pour des papiers, tu sais, toi qui es si douée avec ça. Une petite chose. Chez mes parents, les petites choses n'étaient jamais petites. Elles étaient toujours lourdes, compliquées et sentaient le piège. J'ai fait la route d'1h15 depuis Toulouse, méfiante. La climatisation de ma voiture luttait contre le soleil de plomb. J'avais ce mauvais pressentiment, cette boule au ventre que je connaissais trop bien. Quand je suis arrivée, ils m'ont fait asseoir à la table de la salle à manger.
La même table où le drame de Noël allait se jouer. L'air était immobile. L'odeur de cire de la vieille commode emplissait la pièce. Mon père, Hervé, avait l'air nerveux. Il transpirait légèrement, malgré la fraîcheur relative de la maison. Il tapotait la table avec ses doigts. Ma mère, Odile, avait son sourire figé, celui qui ne touche jamais ses yeux, celui d'une hôtesse qui reçoit des gens qu'elle déteste. Et, surprise, Clotilde était là. Elle n'était pas censée être là. Elle m'a souri, l'air innocent. Oh, Léo, je suis contente que tu sois là. Mon père a sorti une liasse de papier d'une chemise en carton. Voilà, Léonie, a-t-il commencé, en s'éclaircissant la gorge. C'est juste pour un regroupement de crédit. Tu comprends, pour payer moins chaque mois. Une formalité. Ta signature nous aiderait à avoir un meilleur taux. Tu sais, avec ta situation stable à Toulouse, ton CDI, ça rassurerait la banque. Il a poussé les papiers vers moi. J'ai jeté un œil. C'était un dossier épais. Bien plus épais qu'un simple regroupement. J'ai commencé à feuilleter. Les chiffres étaient complexes. Certains paragraphes importants, ceux en petits caractères, semblaient flous, mal imprimés. Clotilde a posé sa main sur la mienne. Sa peau était douce, ses ongles manucurés. Fais-le, Léo. C'est pour la famille. C'est pour nous aider. Ne sois pas toujours si compliqué. Cette phrase. Leur arme favorite. Ne sois pas compliqué. Cela signifiait, ne réfléchis pas, ne pose pas de questions, obéis. Je me suis arrêté sur une page. Le montant total me semblait astronomique. Je ne comprends pas ce chiffre, papa. Ça correspond à quoi? Il me semble très élevé pour un simple regroupement. Mon père s'est agité sur sa chaise. Oh, ça, c'est juste le total, ne t'inquiète pas pour les détails. C'est juste une signature au bas de la page. Il me tendait un stylo. Son stylo. Ma mère me regardait avec ses yeux de chien battu. Clotilde me souriait, encourageante. Un piège. Mon instinct hurlait. C'était trop. Trop facile, trop pressé. J'ai refermé le dossier. J'ai posé mes mains à plat dessus. Je ne signe rien aujourd'hui. Leurs 3 visages se sont figés. Comme une photo. Je vais prendre ces papiers, ai-je dit calmement. Je ne signe rien sans que mon avocat ne le voie. Le mot était lâché. Avocat. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. Un avocat, a crié Clotilde, se levant d'un bond. Mais enfin, Léo. C'est la famille. Tu ne nous fais même pas confiance? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Tout ce qu'ils ont fait pour moi. La blague. Mon père a arraché le dossier de mes mains. Son visage était rouge de colère. Si c'est comme ça, oublie. On ne te demande rien. Tu n'as jamais été là pour nous de toute façon. Sa voix était pleine d'une colère feinte, celle qu'il utilisait pour cacher sa peur. Très bien, ai-je dit en me levant. J'ai pris mon sac. Ne t'inquiète pas, a sifflé Clotilde dans mon dos alors que je partais. Moi, au moins, je suis là pour eux. J'ai compris à ce moment-là que j'avais évité une catastrophe. Mais je ne savais pas encore à quel point elle était énorme. Je suis rentrée à Toulouse ce soir-là avec un poids dans l'estomac. Je n'avais pas les papiers, mais j'avais un nom. Le nom de l'organisme de crédit sur l'en-tête. Ce n'était pas leur banque habituelle, la banque du village. C'était une de ces sociétés de crédit à la consommation aux logos agressifs. Dès le lundi matin, j'étais dans le bureau de Maître Valette, mon avocate. Une femme d'une 50aine d'années, précise, redoutable, qui ne s'en laissait pas compter. Je l'avais engagée quelques années plus tôt pour un petit litige professionnel et j'avais été impressionnée par sa rigueur. Son bureau était impeccable, sentait le café fort et le papier. Je lui ai expliqué la scène. Le regroupement de crédit, la présence de ma sœur, la panique de mon père quand j'ai prononcé le mot « avocat ». Elle m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes. Puis elle a levé les yeux vers moi. Léonie, ce qu'ils vous ont décrit comme un regroupement de crédit ressemble fort à une tentative de vous faire endosser une caution solidaire. Ou pire.
Le fait qu'ils aient paniqué est un très mauvais signe. Elle m'a demandé si je l'autorisais à faire quelques recherches. Avec le nom de l'organisme et l'adresse de vos parents, je peux vérifier certaines choses au service de la publicité foncière. J'ai signé les papiers. J'avais besoin de savoir. 2 jours plus tard, elle m'a appelé. Sa voix était grave. Léonie, pouvez-vous venir à mon bureau? Maintenant? Et s'il vous plaît, asseyez-vous avant que je vous parle. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a juste dit, venez. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Je suis arrivée en 15 minutes, le cœur battant. Elle m'attendait avec un dossier. Pas le leur. Le sien. J'ai fait une vérification, m'a-t-elle dit sans préambule. C'est public, n'importe qui peut le faire s'il sait où chercher. Elle a retourné un document vers moi. Vos parents ont contracté une 2e hypothèque sur la maison il y a 3 ans. Auprès de cet organisme de crédit dont vous m'avez parlé. J'ai froncé les sourcils. Une 2e hypothèque? Mais, pourquoi? Attendez, ce n'est pas le pire, a-t-elle continué. Ils n'ont pas payé une seule mensualité depuis plus de 18 mois. Mon sang s'est glacé. 18 mois? Oui. Et avec ces organismes, les taux d'intérêt sont usuraires. Les pénalités de retard sont exorbitantes. J'ai fait un calcul approximatif. Elle a regardé ses notes. Entre le capital, les intérêts accumulés et les pénalités, ils doivent aujourd'hui. Elle a pris une profonde inspiration. Un peu plus de 100 000 euros. 100 000 euros. Le chiffre a flotté dans l'air. J'ai dû m'agripper au bras du fauteuil. L'air me manquait. Mais, comment? Pourquoi? La maison. J'ai aussi fait une petite recherche sur les sociétés de votre père, dit-elle doucement. Ces anciennes entreprises de BTP. Elles ont toutes fait faillite. J'ai bien peur que la rumeur. Elle n'a pas eu besoin de finir. La rumeur. L'addiction au jeu de mon père. Un secret de polichinelle dans le village, un sujet tabou à la maison. L'argent qu'il investissait. Il avait tout joué. Tout perdu. Les papiers qu'il voulait vous faire signer, a conclu Maître Valette, sa voix dure, ce n'était pas un regroupement. C'était une tentative d'abus de faiblesse. Ils essayaient de transférer cette dette colossale sur votre nom. Si vous aviez signé, Léonie, vous étiez responsable de tout. Elle m'a regardé. La banque a déjà entamé la procédure de saisie. C'est pour ça qu'ils sont paniqués. La procédure ne peut plus être arrêtée. Vos parents vont perdre cette maison. La seule chose que vous devez faire maintenant, c'est vous protéger. Elle m'a conseillé de faire quelque chose d'étrange. Aller au commissariat. Déposer une main courante. Non pas pour les faire arrêter, pas encore. Mais pour dater les faits. Pour créer une preuve légale que vous avez été informé de cette tentative et que vous l'avez refusée. Pour qu'ils ne puissent jamais dire que vous étiez d'accord, ou que vous étiez au courant. Je suis sortie de son bureau, tremblante, mais lucide. La colère était froide, pure. J'ai suivi son conseil. Je suis allée au commissariat. J'ai déposé la main courante. Je me sentais sale. J'avais l'impression de trahir ma famille. Mais je savais que c'étaient eux, les traîtres. Après l'échec de la signature, le silence radio a duré 2 mois. Août. Septembre. Pas un appel. Pas un message. C'était un silence lourd, menaçant. Le silence avant l'orage. Je savais qu'il n'abandonnerait pas si facilement. La dette était trop grosse. Puis, début octobre, un mardi soir pluvieux, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'ai regardé le nom, papa, s'afficher sur l'écran. Mon estomac s'est noué. Combien de fois avais-je espéré cet appel pour une bonne nouvelle, pour un simple « Comment vas-tu, ma fille ?» J'ai respiré profondément. J'ai décroché. Léonie? Sa voix était méconnaissable. Cassée. Pleurarde. Ce n'était pas la voix autoritaire ou faussement en colère de l'été. C'était le son d'un homme désespéré. Oui, papa? Léonie, c'est ta mère.
Mon cœur a raté un battement. Ma mère. Odile. Quoi qu'elle m'ait fait, c'était ma mère. L'angoisse m'a saisi. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Non, non, elle ne va pas bien. Il a reniflé. Elle est malade, Léonie. Très malade. Son cœur. Les médecins disent, ils disent qu'il faut une opération. Urgente. Il sanglotait. De vrais sanglots. Ou alors il était le meilleur acteur du monde. Une opération? Mais, son cœur? Elle n'a jamais eu de problème de cœur. Ça a été soudain. C'est tout le stress, Léonie. Tout le stress que tu nous causes. Je l'ai interrompu. L'opération. Quand? C'est là le problème. Il a repris son souffle. L'assurance, la mutuelle, il ne couvre pas tout. C'est une procédure spéciale. Il manque de l'argent. Beaucoup d'argent. Je suis restée silencieuse. J'écoutais le jeu d'acteur. Il était bon. Très bon. Mais je savais. Combien, ai-je demandé, ma voix neutre. 10 000 euros, Léonie. Il nous les faut avant la fin de la semaine, sinon il ne l'opère pas. Il la laisse. Il s'est remis à pleurer. 10 000 euros. Une somme énorme. Mais bien moins que 100 000. Ils essayaient une autre approche. Le chantage émotionnel. Le plus vieux piège du monde. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la femme qui m'avait souri quand je lui avais dit que son plan avait échoué. J'ai pensé à la main courante dans le tiroir de mon bureau. D'accord, papa. Il y a eu un silence surpris au bout du fil. Il ne s'attendait pas à un « oui » si rapide. Tu es d'accord? Tu vas le faire? Oui. Je vais payer. La santé de maman avant tout. Oh, Léonie, merci, merci. Ma chérie. Je savais que tu avais bon cœur. Tu nous sauves la vie. Je te donne le RIB. Je paie directement l'hôpital, les jeux coupés, ma voix aussi froide que l'acier. Le silence, à nouveau. Mais différent. Glacial. Quoi? Je ne t'envoie pas l'argent. Donne-moi le nom de l'hôpital, le nom du chirurgien, et le numéro du service de facturation. Je m'en occupe tout de suite. Je fais un virement instantané. Mais, non, c'est compliqué, tu sais, l'administration, c'est plus simple si tu me... Le nom de l'hôpital, papa. Écoute, c'est à la clinique. Laquelle? Celle d'Albi? De Toulouse? Donne-moi le nom. Il a explosé. La tristesse a disparu, remplacée par la rage pure. La rage d'un animal pris au piège. Ingrate. Fille sans cœur. Tu ne nous fais même pas confiance? Tu laisses ta mère mourir pour de l'argent? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Il a hurlé encore quelques insultes avant de raccrocher brutalement. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Un message. De Clotilde. La coordination était parfaite. Tu es un monstre sans cœur. Maman est dans sa chambre, en larmes, elle t'a entendu crier sur papa. Elle souffre à cause de toi. Papa est détruit. J'espère que tu es fier de toi. 10 000 euros, c'est quoi pour toi à Toulouse? Tu nous laisses tomber. J'ai regardé le message. La coordination était parfaite. Le gentil et le méchant. La victime et l'accusateur. J'ai soupiré. J'ai appelé ma grand-mère, Solange. Mamie? C'est Léonie. Comment va maman? Sa voix était calme. Ta mère? Elle va très bien. Elle est en train de faire une tarte aux pommes. Pourquoi? L'odeur est délicieuse. Papa vient de me dire qu'elle avait besoin d'une opération du cœur de 10 000 euros. Ma grand-mère a juré. Un mot fleuri que je ne savais même pas qu'elle connaissait. C'est imbécile. Non, ma fille. Ta mère va bien. C'est ton père qui la rend malade. Ne leur donne rien. Tu m'entends? Pas un centime. J'ai raccroché. Ce n'était plus de la colère que je ressentais.
C'était du dégoût. Une tristesse infinie. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce que vous auriez douté? Est-ce que la peur qu'ils disent vrai, même 1% de chance, vous aurait fait payer? Après l'échec de la crise cardiaque, mes parents ont cessé tout contact. Mais Clotilde, elle, est devenue très active sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai vu le plan B se mettre en place. J'assistais, impuissante, à la deuxième phase de leur plan désespéré. Elle a commencé à poster des photos d'elle et Martial, son fiancé, devant la maison de mes parents. Des photos mises en scène, baignées d'une lumière dorée. Des légendes mielleuses. Tellement hâte de construire notre avenir ici. #maison de famille, #futur propriétaire, #bonheur. Elle a posté des photos d'elle et de ma mère, Odile, dans un magasin de bricolage, tenant des nuanciers de peinture. On choisit les couleurs pour notre futur nid d'amour. Maman a tellement bon goût. Mon cœur s'est serré. Ils avaient changé de cible. Ils n'avaient pas réussi à me piéger, moi, la fille, indépendante, froide, de Toulouse. Alors ils se tournaient vers leur autre fille. La dévouée, la gentille. Celle qui était restée au village. Celle qui voulait tellement être la princesse de la famille qu'elle était prête à tout croire. Ou peut-être qu'elle n'était pas si naïve. Peut-être qu'elle était complice. Cette pensée m'a glacée. Était-elle une victime ou une partenaire dans cette mascarade? J'ai appelé Clotilde. 1 fois. 2 fois. Elle n'a pas répondu. Je suis tombée sur sa messagerie vocale, sa voix chantante me disant de laisser un message. Je lui ai envoyé un message, Clotilde, il faut qu'on parle de la maison. C'est urgent. Ne signe rien. Appelle-moi. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Un bloc de texte. Laisse-nous tranquilles, Léonie. Ne sois pas jalouse parce que papa et maman me choisissent, moi, et pas toi. Tu as fait ton choix en partant. Moi, je suis restée. Moi, je les ai aidés. C'est normal qu'ils me récompensent. Tu n'as jamais rien compris à la famille. Arrête d'essayer de tout gâcher. Jalouse. J'ai regardé mon téléphone. Le mot brillait sur l'écran. Jalouse. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la pitié. Et de la fureur. Ils allaient la détruire, elle aussi. Ou pire, elle le savait, et elle espérait que je paierais l'addition à la fin. C'est là que j'ai pris ma décision. Je me suis assise à mon bureau. J'ai allumé mon imprimante. J'ai sorti la main courante que j'avais déposée. J'ai imprimé les emails de mon avocate, Maître Valette. J'ai fait des captures d'écran des relevés de propriété publique, ceux qui montraient la deuxième hypothèque et l'organisme de crédit. J'ai retrouvé les documents de la faillite de mon père sur Internet. J'ai tout mis dans un grand dossier. Un dossier rouge vif. Rouge comme la colère. Rouge comme le sang. Je l'ai appelé « le dossier ». L'invitation pour Noël est arrivée début décembre. Un simple carton, comme si de rien n'était. Nous t'attendons le 24 au soir. Maman. Pas un mot sur les 10 000 euros. Pas un mot sur la maison. Le 24 décembre, j'ai fait le trajet d'1h15 entre Toulouse et Puy-Gouzon. Le dossier rouge était sur le siège passager, comme une bombe à retardement. Je vous avoue que j'ai failli faire demi-tour. Plusieurs fois. Sur l'autoroute, je me suis dit, et puis lutte. Laisse-les. Laisse-les couler. Une partie de moi voulait juste continuer ma vie, les laisser s'autodétruire. Une partie de moi espérait encore un miracle. Qu'il me prendrait à part, qu'il s'excuserait. Qu'il me dirait que tout était une horrible erreur. Mais je savais qu'il ne le ferait pas. Quand je suis arrivée, la maison était illuminée. Mon père m'a à peine regardé. Ma mère m'a serré dans ses bras, une étreinte froide, pour la galerie. Tu es en retard, Léonie. Ma grand-mère, Solange, était assise dans son fauteuil. Elle m'a attrapée par le bras quand je suis passée. Son regard était perçant. Elle m'a murmuré, « Sois forte, ma fille. Ne les laisse pas gagner. » Elle savait. Elle avait toujours su. J'ai serré mon sac contre moi. Le dossier était prêt.
La soirée a été un long supplice. Un théâtre de l'absurde. Le faux champagne, les toasts forcés à la santé de la famille. J'ai vu comment mes parents traitaient Martial, le fiancé de Clotilde. Comme un roi. Mon père lui tapait dans le dos, l'appelait « mon fils ». Ma mère lui resservait de la dinde, s'assurant qu'il est le meilleur morceau. Il était leur sauveur. Le futur propriétaire. Celui qui, pensait-il, allait absorber le choc. Moi, j'étais l'invitée gênante. Le fantôme à table. Et puis j'ai remarqué le détail qui tuait. Ma place. D'habitude, j'étais assise entre ma mère et ma grand-mère. C'était ma place d'enfant. Ce soir, il m'avait mise au bout de la table, à la place la plus froide, près de la cuisine, à côté d'un cousin que je ne supportais pas et qui parlait trop fort. Et la place à côté de moi était vide. Ce n'était pas juste une chaise vide. C'était ma chaise habituelle. Il l'avait enlevée. Il l'avait rangée au garage. Symboliquement, il m'avait déjà effacé de la famille. Ils avaient signifié à tous que je n'avais plus ma place. La chaise avait disparu. Vous savez, dans ces moments-là, vous avez l'impression d'être spectateur de votre propre vie. Vous regardez tout se dérouler au ralenti. Chaque faux rire, chaque regard en coin. Vous voyez les alliances se former, les murmures. Clotilde et ma mère, chuchotant dans la cuisine. Mon père et Martial, parlant affaires, au salon. Et moi, seul, au bout de la table. Vous savez que l'explosion est imminente. Vous n'attendez plus que l'étincelle. J'ai mangé ma dinde, qui avait un goût de carton. J'ai bu mon vin, qui avait un goût de vinaigre. J'ai attendu. L'étincelle est arrivée avec le dessert. La bûche de Noël venait d'être servie. Clotilde s'est levée. Sa robe à paillettes scintillait. Elle a levé son verre. J'ai une merveilleuse nouvelle. C'était le moment. Le début de l'acte final. Le moment qu'ils avaient tous répété. Je l'ai regardé jouer sa scène. La voix triomphante. Le regard noyé de fausses émotions vers nos parents. Papa et maman ont décidé de me donner la maison. C'est mon cadeau de mariage. Et puis, le coup de grâce, le venin distillé juste pour moi, celle qui avait osé leur dire non. Léonie, bien sûr, n'aura absolument rien. Les applaudissements. Les « bravo ». Les « félicitations ». Mon oncle qui criait « il était temps ». Elle le mérite, elle qui est restée. Ma mère, Odile, qui sortait son mouchoir en dentelle. Les larmes de crocodile coulaient sur commande. Clotilde me regardait, un sourire suffisant, victorieux, collé sur son visage. Elle attendait ma réaction. Elle attendait que je pleure, que je crie, que je fasse une scène. Elle voulait que je parte en claquant la porte pour pouvoir dire « Vous voyez ? Elle est folle. » Elle n'a pas eu ce plaisir. Je n'ai pas bougé. J'ai soutenu son regard. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage est resté calme. Et j'ai souri. Lentement, j'ai posé ma cuillère à dessert. Le petit clic sur la porcelaine a semblé résonner comme un coup de feu. J'ai ignoré Clotilde. J'ai regardé mon père. Hervé. Qui trinquait avec Martial. Papa, ai-je dit. Ma voix était calme. Mais elle a tout transpercé. Je leur dis, ou tu le fais. Le silence. Un silence de mort. Le genre de silence si épais que vous pouvez le sentir vous étouffer. Mon père s'est figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Le visage de ma mère s'est décomposé. Le fiancé de Clotilde, Martial, a froncé les sourcils. Il a senti que quelque chose clochait. Il a reposé son verre. De quoi tu parles, Léonie, a bégayé Clotilde. Je l'ai regardé. Tu n'es même pas au courant, n'est-ce pas? Tu es juste l'agneau du sacrifice. J'ai baissé les yeux vers mon sac à main, posé à mes pieds. L'heure était venue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays?
Le silence dans la salle à manger était si lourd que je pouvais entendre le sang battre dans mes oreilles. Tous les regards étaient fixés sur moi. Vint Père Dieu, passant de la curiosité à l'inquiétude. Lentement, je me suis penchée et j'ai pris mon sac. Je l'ai posé sur mes genoux. J'ai ouvert la fermeture éclair. Le bruit a semblé assourdissant dans cette pièce silencieuse. J'en ai sorti le dossier rouge. Je l'ai posé sur la nappe blanche, à côté de mon assiette de bûches à moitié mangée. La couleur vive tranchait avec l'ambiance festive. Léonie, qu'est-ce que c'est que ça? A demandé mon père, sa voix essayant d'être autoritaire, mais tremblant de peur. Il savait ce que c'était. Avant de célébrer, Clotilde, ai-je dit en regardant ma sœur, avant de t'imaginer repeindre le salon en beige poudré, comme tu le disais sur Instagram, tu devrais peut-être savoir ce que tu reçois vraiment. Qu'est-ce que tu racontes? A-t-elle sifflé. Tu es juste jalouse. C'est pathétique. Jalouse? J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Oh, ma pauvre chérie. Non. Pas jalouse. Terrifiée pour toi. J'ai ouvert le dossier. Cette maison, ai-je annoncé à toute la tablée, ma voix claire et précise, n'est pas un cadeau. C'est un piège. C'est un bateau qui coule. C'est un fardeau empoisonné. C'est des mensonges, a hurlé mon père, Hervé, en se levant à moitié, sa chaise raclant le sol. Léonie, ça suffit. Ne gâche pas Noël. Tu n'as pas honte? Gâcher Noël, ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. C'est vous qui avez organisé cette farce macabre. Vous qui utilisez votre propre fille comme bouclier humain. J'ai sorti la première page. La copie de la publicité foncière. Cette maison a une deuxième hypothèque. Une hypothèque que papa a contractée il y a 3 ans, dans le dos de tout le monde, probablement même de maman. Ma mère, Odile, a porté la main à sa bouche. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a regardé mon père. Hervé? De quoi elle parle? Elle ne savait pas. Mon Dieu, elle ne savait vraiment pas. Il lui avait menti à elle aussi. Et cette hypothèque, j'ai continué, ma voix devenant plus forte, il ne l'a jamais remboursée. Pas une seule fois. Avec les intérêts cumulés et les pénalités de retard usuraire, la dette s'élève aujourd'hui à... J'ai regardé le papier. 103,450 €. Un hoquet collectif a parcouru la pièce. 100 000 €. C'est faux, a crié Clotilde. Papa, dis-lui que c'est faux. Dis-lui. Mon père était livide. Il ouvrait la bouche, mais aucun son ne sortait. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Alors, ça, c'est quoi? J'ai sorti une autre feuille. L'original était chez mon avocate. J'ai fait glisser la copie sur la nappe pour que tout le monde puisse la voir. En haut, en lettres capitales, imprimées en gras, avis saisissante. La banque va saisir la maison, ai-je dit calmement. La procédure est enclenchée. Elle ne peut plus être arrêtée. L'avis a été signifié le mois dernier. C'est une question de semaines. Peut-être de jours. J'ai regardé ma mère. Elle pleurait. De vraies larmes, cette fois. Des larmes de terreur et d'humiliation. Pendant une seconde, je n'ai pas vu la complice. J'ai juste vu une femme de 60 ans, terrifiée, réalisant que l'homme à côté d'elle avait détruit leur vie, leur sécurité, leur honneur. J'ai failli m'arrêter. Vraiment. J'ai ressenti une vague de pitié. Mais ensuite, j'ai vu le visage de Clotilde. Elle ne regardait pas nos parents. Elle ne regardait pas le papier. Elle regardait son fiancé, Martial. Et son visage n'exprimait pas la peur. Il n'exprimait pas la tristesse. Il exprimait la fureur. La fureur d'avoir été découverte. Elle s'est tournée vers lui, sa voix redevenant celle d'une petite fille. Martial, chérie, dis-leur que c'est faux, dis-leur que ce n'est pas grave. On va s'arranger, n'est-ce pas? Léonie va payer. Martial n'a pas dit un mot. Il a juste pris le papier. L'avis de saisie. Martial. Le fiancé. L'homme de la situation. Il était comptable dans une petite boîte à Albi. Un homme de chiffres. Un homme pratique.
Un homme qui n'aimait pas les surprises, surtout quand elles coûtaient 100 000 euros. Il a pris l'avis de saisie. Il l'a lu. Une fois. 2 fois. Ses lèvres se sont pincées. Son visage, d'habitude si lisse et un peu fade, est devenu impassible. Froid. Il a posé le papier sur la table, en le lissant. Il a levé les yeux, non pas vers moi, mais vers mon père. Hervé. Odile. Sa voix était tranchante. Nette. Plus un gramme de l'amabilité feinte de la soirée. Ma mère a gémi. C'est un malentendu, Martial, je t'assure. Léonie exagère? Vous m'aviez dit, a-t-il continué, imperturbable, comme s'il lisait un bilan, que la maison était payée. Que tout était en ordre. Il s'est tourné vers mon père. Vous m'avez dit, Hervé, pas plus tard que la semaine dernière, que c'était un patrimoine sain. Ce sont vos mots. Mon père a bafouillé. C'est temporaire, un petit souci. 100 000 euros, ce n'est pas un petit souci, Hervé. C'est une banqueroute. Puis il s'est tourné vers Clotilde. Elle tremblait. Elle avait arrêté de pleurer. Elle était terrifiée. Clotilde. Sa voix était dure. Tu le savais? Non. Bien sûr que non, a-t-elle crié. Je ne savais pas pour les détails. Papa m'avait dit que c'était juste des papiers. C'est là que j'ai porté le coup final. Ce n'était pas pour Martial. C'était pour elle. Pour qu'elle arrête de se mentir. Tu mens, Clotilde. Elle s'est retournée vers moi, les yeux pleins de haine. Tu te souviens de cet été? J'ai demandé, ma voix toujours calme. Tu te souviens de ce samedi de juin? Tu étais assise à cette même table quand ils ont essayé de me faire signer les papiers. Tu m'as dit de ne pas être compliqué. Quand j'ai dit avocat, tu m'as traité d'égoïste. J'ai laissé la vérité s'installer. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu savais. Tu savais qu'il y avait un problème. Tu savais qu'ils essayaient de me piéger. Et quand j'ai refusé, tu as vu ta chance. Tu t'es dit que s'ils te donnaient la maison, ce serait moi, la riche de Toulouse, la sérieuse, qui finirait par payer pour sauver la famille. N'est-ce pas? Tu as parié là-dessus. Son silence a été un aveu. Son visage décomposé a tout dit. Elle n'était pas naïve. Elle était complice. Elle espérait me forcer la main. Martial a tout compris. Il a vu la manipulation. Il a vu le piège dans lequel il était lui-même tombé. Il a vu la femme qu'il allait épouser. Il a soigneusement reposé le papier sur la table. Il s'est essuyé la bouche avec sa serviette. Il l'a plié. Puis il s'est levé. Il a boutonné sa veste. Clotilde, a-t-il dit, sa voix vide de toute émotion. Martial, non, s'il te plaît. Elle s'est accrochée à son bras. On peut s'arranger. Léonie va nous aider, n'est-ce pas Léo? Dis-lui. Il s'est dégagé doucement, mais fermement. Je ne m'engage pas dans ce naufrage. Il a regardé mes parents, un par un. Son regard était rempli d'un mépris glacial. Vous êtes méprisable. Puis il a regardé Clotilde. C'est fini. Il s'est retourné. Il a marché calmement vers l'entrée. Il n'a pas couru. Il a marché. Il a pris son manteau sur le porte-manteau. Il a ouvert la porte d'entrée. Il est sorti dans la nuit froide de décembre. Et il a refermé la porte derrière lui. Doucement. Sans un mot de plus. La finalité de ce « clic » était pire qu'une porte claquée. Clotilde a poussé un cri. Un cri animal, de rage et de désespoir. Elle s'est effondrée sur sa chaise, la tête entre les mains, ses paillettes contrastant ridiculement avec la laideur de sa détresse. La porte s'est refermée sur Martial. Le son a claqué comme un coup de fouet. Clotilde était en larmes, hurlant, sa crise d'hystérie faisant trembler les verres. Il est parti. Il est parti. C'est ta faute, criait-elle en me pointant du doigt. Et c'est à ce moment-là que ma mère et mon père se sont tournés vers moi. Pas avec honte. Pas avec des remords. Avec une haine pure. Une haine viscérale. Regarde ce que tu as fait,
a hurlé mon père, Hervé, son visage rouge de fureur. Il a frappé la table de son poing, faisant sauter les assiettes. Tu as tout ruiné. Notre Noël. La vie de ta sœur. Tu es un monstre. Tu as détruit cette famille, a sangloté ma mère, Odile, se relevant. Tu es venue ici pour tout casser. Tu es une jalouse. Une misérable jalouse. Tu n'as jamais supporté que ta sœur soit heureuse. Il m'accusait. Moi. J'étais tellement sidérée par leur audace, par leur refus total de voir leur propre responsabilité, par leur capacité à retourner la situation, que je n'ai même pas pu répondre. J'étais paralysée. Ils avaient raison, sur un point. J'avais tout détruit. J'avais détruit leur château de mensonges. C'est ma grand-mère, Solange, qui l'a fait. Elle s'est levée. Lentement. Difficilement. S'appuyant sur sa canne. Elle tremblait un peu, mais sa voix, quand elle a parlé, était aussi dure que le granit du Sidobre. Assez. Son cri a tout arrêté. L'hystérie de Clotilde. Les accusations de mon père. Elle a pointé sa canne vers mon père. Hervé. Tais-toi. Mon père, cet homme de 62 ans, cet homme qui venait de me traiter de monstre, s'est recroquevillé comme un enfant pris en faute. Tes filles ne sont pas des bouées de sauvetage, a-t-elle dit, sa voix tremblant de colère. Elles ne sont pas là pour payer tes dettes de jeu. Elle s'est tournée vers ma mère. Il t'a menti. Il vous a menti à toutes. Puis elle a regardé mon père à nouveau. Tu as joué. Tu as perdu. Tu as menti. Tu as essayé de piéger ton propre sang. Tu as essayé de piéger Léonie, la seule qui s'en est sortie par sa propre force. Et quand elle a refusé, tu as essayé de piéger Clotilde, la seule qui t'admirait encore. C'est Théoï qui a fait ça. Toi seule. Elle s'est tournée vers ma mère. Et toi, Odile, tu l'as laissé faire. Tu as fermé les yeux. Tu as préféré accuser ta fille plutôt que de voir la vérité en face. Vous me faites honte. Un silence de tombeau s'est abattu. Le poids de ces mots était absolu. Clotilde avait arrêté de pleurer. Elle me regardait, son visage bouffi, son maquillage coulant. Elle n'avait plus l'air d'une complice. Juste d'une petite fille perdue. Elle a tendu la main vers moi. Léonie. A-t-elle murmuré, d'une voix brisée. Léonie, qu'est-ce que je fais, maintenant? Elle me demandait de l'aide. À moi. Avant que je ne puisse trouver les mots pour répondre, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, on a frappé à la porte. Toc. 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 Ce n'était pas une petite tape amicale. C'était un coup fort, officiel. Tout le monde s'est figé. C'est qui, ça, a marmonné mon père, effrayé. Martial est revenu? Toc. 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 Plus fort, cette fois. Impatient. Je vais voir, a dit ma mère en se levant, tremblante. Elle a traversé le salon. Elle a ouvert la porte d'entrée. 2 personnes se tenaient sur le seuil. Un homme et une femme. En costume sombre. Portant des mallettes. Monsieur et Madame Hervé L, a demandé l'homme, d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion. Oui. Nous sommes commissaires de justice. Nous venons vous signifier l'avis de saisie-vente de cette propriété. Ma mère a lâché un petit cri et s'est appuyée contre le mur pour ne pas tomber. Mon père s'est affalé sur sa chaise, comme si on lui avait coupé les jambes. Ce n'était pas moi qui avais fait ça. C'était la loi. La conséquence inévitable de leurs actes. La banque avait fini par envoyer les huissiers. Et le destin avait choisi le soir de Noël pour le faire. Les commissaires de justice, les anciens huissiers, étaient polis, professionnels, et absolument inflexibles. Ils sont entrés. Ils ont ignoré la dinde à moitié mangée, les cadeaux sous le sapin, les larmes de ma mère. Ils ont expliqué la procédure. Que la maison serait mise en vente aux enchères dans les 60 jours. Qu'ils devaient commencer l'inventaire des biens saisissables. Le reste de la famille, les oncles, les tantes, qui étaient restés bouche bée, se sont évaporés. Comme des fantômes. Désolé, on doit y aller, quelle histoire,
on vous appelle. En 5 minutes, la maison était vide. Il ne restait que nous 4, et ma grand-mère. Et les huissiers. Ma mère s'est tournée vers moi, ses yeux suppliants. Léonie, paie-les. Dis-leur de partir. Tu as de l'argent, toi. Paie-les. Mon père n'a pas levé la tête. Il fixait la nappe. Vaincu. J'ai regardé ma mère. Payer? Payer 100 000 € pour des dettes de jeu? Non, maman. C'est fini. J'ai mis mon manteau. J'ai pris mon sac. Le dossier y était retourné. Je suis allée vers ma grand-mère. Je l'ai embrassée sur le front. Viens avec moi, mamie. Tu ne restes pas ici. Elle a hoché la tête. Donne-moi 1 minute. Je me suis dirigée vers la porte. Clotilde était assise sur les escaliers, le regard vide, serrant ses bras autour d'elle. Elle s'est levée d'un bond. Elle m'a attrapé le bras. Sa poigne était forte. Ne pars pas. Ne me laisse pas avec eux. Léonie, s'il te plaît. Je me suis retournée. J'ai regardé ma petite sœur. La fille que j'avais juré de protéger dans une cabane, 24 ans plus tôt. Et j'ai vu. J'ai vu la complice, oui. Mais j'ai aussi vu la victime. La victime de leur éducation, de leur favoritisme, de leurs mensonges. Je ne pars pas, ai-je dit doucement, en détachant sa main de mon bras. Enfin, je pars de cette maison. Mais je ne t'abandonne pas. J'ai sorti une carte de ma poche. Celle de Maître Valette. Demain matin, tu m'appelles. Tu prends tes affaires, et tu viens à Toulouse. Je t'emmène voir mon avocate. Toi aussi, tu vas avoir besoin de te protéger d'eux. Tu es leur fille. Ils t'ont fait des promesses. Tu es peut-être aussi une victime dans cette histoire. Elle m'a regardée, surprise. Elle s'attendait à de la haine. Je lui offrais une bouée de sauvetage. La vraie. Elle a pris la carte. Ses doigts tremblaient. Elle a hoché la tête. J'ai aidé ma grand-mère à se lever. Nous sommes partis. J'ai passé le réveillon de Noël seul, enfin, avec ma grand-mère, dans ma voiture, sur le parking d'une aire d'autoroute, à mi-chemin entre Puygouzon et Toulouse. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. De soulagement. De tristesse. De tout. L'épilogue est rapide. La maison a été vendue aux enchères pour à peine couvrir la dette. Mes parents ont dû prendre un petit appartement HLM à Albi. Mon père travaille maintenant comme gardien de nuit. Ma mère fait des ménages. Il ne me parle plus. Clotilde a perdu Martial. Elle a perdu la maison. Mais je crois qu'elle s'est trouvée. Elle est venue à Toulouse. Elle a commencé une thérapie. Maître Valette l'a aidée à se déclarer non solidaire des dettes de nos parents. Elle a trouvé un petit travail. Elle vit dans un studio. Elle m'appelle chaque semaine. Nous ne parlons pas du passé. Pas encore. Nous parlons de l'avenir. Nous réapprenons à être sœurs. C'est long. C'est difficile. Mais c'est réel. J'ai appris quelque chose ce jour-là. Quelque chose d'important. Dire la vérité n'est pas une trahison. C'est la cacher qui en est une. Mentir pour maintenir la paix ne fait que construire une bombe plus grosse. Et les familles qui sont bâties sur des secrets, des dettes et des non-dits, finissent toujours par s'autodétruire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi, vous avez dû un jour vous tenir seul à une table pleine de gens qui prétendent vous aimer, si vous avez dû choisir entre la vérité et le confort d'un mensonge, dites-moi d'où vous écoutez. Et après avoir entendu mon histoire, vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. C'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réagir, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » pour soutenir mon travail, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous.